À tel point que la militante suffragette américaine Susan B. Anthony dira en 1896 « La bicyclette a fait plus pour l'émancipation des femmes que n'importe quelle chose au monde. » Grâce à cet outil, des pionnières se sont lancées dans des aventures qu'elles n'auraient pas imaginées auparavant. Le monde s'est ouvert à elles, tandis que leurs corps se sont libérés. Ces aventurières ont quitté leur vie domestique pour découvrir le monde, relever un défi sportif, s'éblouir elles-mêmes et surprendre les autres. Les pionnières s'appellent Hélène Dutrieux, Amélie Rotter, Annie Londonderry, Kitty Knox, Alfonsina Strada. Se mesurer aux hommes, faire le tour du monde, elles osent tout. Leur conquête ne s'arrête pas là. Grâce au vélo, elles s'engagent pour leur pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des résistantes entrent en scène sur leur vélo, comme Jeanne Boeck et Irma Caldo. La course est lancée. Les femmes entrent dans la compétition cycliste avec des figures comme la Belge Yvonne Renders, avant la Française Jeannie Longo. Mais l'égalité dans le sport sera-t-elle au bout du chemin? Vedettes à leur époque, avec le temps, elles sont tombées dans l'oubli. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, des passionnés, en Europe, aux États-Unis, s'y intéressent et retrouvent leurs traces. C'est une véritable renaissance. À travers l'histoire de ces aventurières du vélo, notre film raconte comment la bicyclette a ouvert la route aux femmes. La route de la liberté. C'est en 1817 que naît le bicycle. Comme le cinéma plus tard, le vélocipède se cherche. Un casse-tête pour les inventeurs, rouler sans marcher. Dans les années 1860, à la demande d'une célèbre courtisane parisienne, selon la légende, Pierre Michaud invente un vélocipède avec des pédales sur la roue avant. C'est la Michaudine. La première course féminine sur ces Michaudines a lieu le 7 novembre 1868. Les spectateurs assistent émerveillés aux performances des coureuses. Voici un petit compte-rendu de la course des dames. Et de plus, un croquis représentant leur arrivée au but. La tenue des vélocipédistes ne laissait rien à désirer. 3 d'entre elles étaient coquettement habillées en page. La 4e, en corsage et jupon rouge. L'article est signé par une femme, mais il vise à faire sourire les messieurs. En réalité, le spectacle de leurs jambes dénudées émoustille et fait scandale, à l'heure où les femmes doivent cacher leurs jambes sous des jupes longues, et où il leur est interdit en France de porter un pantalon. Toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation avec un certificat médical. À cette époque-là, la Grande-Bretagne est beaucoup plus libérale sur la possibilité pour les femmes de se vêtir comme elles veulent. Par exemple, dès les années 1890, les femmes sont libres de porter une culotte, de porter un bloomer pour se déplacer. Le bloomer est inventé par une femme qui s'appelle Amalia Bloomer, qui donnera son nom à cette culotte assez large et très pratique pour faire du vélo. Cet esprit d'aventure, cet esprit pionnier, il est réservé évidemment à une élite économique et intellectuelle. Donc on va retrouver surtout des femmes issues de l'aristocratie et de la bourgeoisie qui vont entreprendre des voyages à vélo. On a notamment la vicomtesse d'Arberton. Elle est fondatrice et présidente de la Rational Dress Society à Londres, qui milite justement pour que les femmes aient le droit de porter des vêtements rationnels, c'est-à-dire des vêtements confortables, et notamment pour pouvoir faire du vélo. Donc le vélo a une place assez importante en fait dans ces revendications pour se vêtir, parce qu'il est compliqué de pédaler lorsqu'on est en corset par exemple, ou en jupe longue. It's quite shocking now when you think about it. When you think about what women wore with the corsets, you know, the idea was that they had to have a waist that was as narrow as their neck. And that's why women fainted in novels all the time, because they couldn't breathe.
There was this strange illness in the 19th century called neurasthenia. And the symptoms were a mixture of lethargy, headaches, anxiety. It seems like an inevitable consequence of being shut up in your house and being this domestic servant with no liberty at all. I mean, it's easy to forget that women, obviously, they didn't have the right to vote. They weren't expected to express an opinion on anything. They weren't supposed to be interested in current affairs. They were not supposed to study. You know, they were just supposed to have children and have families and be beautiful, and that was it. Pendant ce temps, les inventeurs continuent de plancher pour améliorer le vélocipède. En 1885, l'Anglais John Kemp Starley met au point le vélo de sûreté. Avec ses pédales entre les deux roues de même taille, ce vélocipède est enfin stable. Le vélo moderne est né. Il devient plus populaire et même accessible aux femmes, car dans la foulée, pour permettre le pédalage des dames en jupe, des vélos sans barre latérale apparaissent. Le cyclisme connaît un engouement général. Mais cette nouvelle passion suscite inquiétude et division chez les médecins, notamment au sujet des femmes. Au tournant des années 1890, des thèses fleurissent concernant les effets de la bicyclette sur la jante féminine. Les mouvements des cuisses à bicyclette provoquent des frottements, des frictions des lèvres et du clitoris, et amènent la femme à des pratiques vicieuses. Notre confrère Dr Dickinson, dans The American Journal of Obstetrics, écrit qu'une jeune femme, possédant une expérience très grande des plaisirs sexuels, ne pouvait obtenir de jouissances plus intenses que celles produites par l'usage de la bicyclette. Enfin, parmi les craintes de ces messieurs, celle du visage défiguré par le vélo, dit visage de vélo. Avez-vous déjà vu quelque chose de plus repoussant, de plus laid, de plus méchant qu'une femme qui court à vélo, avec un visage rouge, les yeux enflammés de poussière et haletante? Pas moi. Descends du vélo, sexe féminin, où tu as perdu le droit d'être appelée la belle. Face à ce déversement de dégoût déguisé sous une parole scientifique, une journaliste berlinoise, Amélie Rother, s'insurge. Voici ce qu'elle répond aux thèses des médecins. En ce qui concerne le vélo, demandez conseil à un médecin uniquement s'il est cycliste lui-même. Da hat Amelie Rother ein Kapitel geschrieben, das nannte sich das Damenfahren. Da hat sie all diese Beschwerlichkeiten beschrieben. Darin beschreibt sie auch, auf welche Widerstände sie getroffen ist, dass, wenn sie mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren ist. À Berlin, mon amie Clara Bleyer et moi avons été les premières à nous montrer sur un vélo devant une foule horrifiée. C'était en 1890. Nous avons osé traverser la ville. Immédiatement, des centaines de personnes se sont rassemblées et une horde de garçons s'est mise à nous courir après dans la rue. Une pluie de bâtons s'est abattue sur nous. Est-ce que le cyclisme vaut de subir une telle sauvagerie? Les larmes nous montaient aux yeux. Et puis, une fois la ville derrière nous, la poitrine libérée et le cœur battant, on se jurait fidélité éternelle au cyclisme. Es gibt Clubs dafür, wo Menschen zusammen Fahrrad fahren, wo aber einfach Frauen, einfach nur weil sie Frauen waren, immer außen vor waren. Und Amelie Rother hat dann versucht, in diese Männerbünde einzudringen. Das ist ihr erst nicht gelungen. Und dann hat sie sich gesagt, dann mache ich es eben selbst, dann mache ich es mit den Frauen. Und dann versuchen wir, ob wir da einsteigen können. Und nach diesem Prinzip hat es dann auch funktioniert. Und so ist sukzessive diese Frauen, vielleicht kann man es sogar eine Frauenfahrradbewegung nennen, ist entstanden. Amélie Rother et ses coureuses ont remporté une victoire. Bien avant l'accès des femmes au droit de vote, la fondation de clubs féminins et l'adhésion à la fédération de cyclisme leur a permis de porter leur voix dans l'Assemblée fédérale. Après notre adhésion en nombre au Conseil fédéral à Halle, nous avons été considérés comme des camarades de plein droit.
nous avons participé au magnifique premier tour à Le Freiberg. À des messieurs qui se plaignaient de la lenteur de la course, le directeur du tour a répondu que c'était à cause de la présence des dames. En réaction, nous nous sommes donnés à fond pendant une demi-heure. Et finalement, le directeur nous a demandé de ralentir. Avec notre modestie innée, nous nous sommes évidemment mis en deuxième ligne. Mais nous avions atteint notre but. Tandis qu'à Berlin, des femmes se battent pour se faire admettre dans les fédérations de cyclisme, d'autres aux États-Unis et au Royaume-Uni se battent pour le droit de vote des femmes au suffrage universel. Grâce aux suffragettes, l'Allemagne et de nombreux pays d'Europe du Nord et de l'Est adoptent ce droit après la Première Guerre mondiale. The suffragette movement was a movement that involved all women, so there were aristocratic women, but there were a lot of working class women who worked in factories. They would often take their bikes to demonstrations. It was a way of getting away from demonstrations when the police turned violent. It was a means for them to travel to other towns and enlist other women to the cause and to distribute the message. Was viele Menschen eben auch nicht wissen, dass die Suffragetten aufs Fahrrad gestiegen sind, um radelnd für ihre Rechte zu kämpfen, um auch in der Öffentlichkeit zu zeigen, so, wir sind mobil, wir bewegen uns aus dem vom Patriarchat zugedachten Raum, bewegen wir uns raus. Und zwar in einem größeren Radius, als es für uns vorgesehen ist. Il y a 10 ans encore, aucune femme soucieuse de sa réputation et espérant trouver un mari n'aurait enfourché un vélo. Aujourd'hui, elles sont des milliers à sillonner le pays. Les vieux secouent la tête à leur passage, mais les jeunes hommes, je le constate, les rattrapent et roulent à leur côté. Une autre voix, en France, s'élève pour vanter les vertus de la bicyclette pour les femmes. C'est la célèbre Séverine, journaliste féministe libertaire. En 1899, elle écrit dans le journal La Fronde, tribune de défense des droits des femmes. La promenade en bicyclette est certainement l'un des entraînements intellectuels les meilleurs qui se puissent imaginer. La route s'étend comme une page blanche où la pensée circule, tandis que défile à droite, à gauche, comme un kaléidoscope, le paysage des idées. Et l'air vif fouette le visage, augmentant la plénitude du sens d'exister. Une sensation d'évasion, de liberté, de laisser loin derrière soi tout ce qui vous tourmente, tout ce qui vous fait souffrir. Séverine, comme Amélie Rother, accompagne ce coup de pédale vers le large, de la bourgeoisie aux classes populaires. Des pionnières osent voyager seules, sans chaperon ni mari. De l'audace, elles vont passer au défi. C'est la mode des tours du monde. Pourquoi ne pas y participer ? C'est aux États-Unis, à Boston, qu'une femme se lance pour la première fois dans un tour du monde à vélo. Elle s'appelle Annie Londonderry. So it's June 25th, 1894, and right behind us is the Massachusetts State Capitol building. A crowd of 500 people gathered, people who were just curious. Family, friends, and relatives of Annie Londonderry's were gathered here to watch her start this epic journey. Annie was dressed in traditional Victorian attire for women of that era, clothing that was totally unsuitable for the journey she was about to make. She had a corset and a tightly tailored jacket and a hat, and a little white ribbon on her collar, which was the symbol of the Women's Christian Temperance Union, which was the largest mass movement of women in that day. Dans le public, des femmes membres de l'association assistent au départ d'Annie, ainsi que son frère, l'arrière-grand-père de Peter Zötlin. Annie showed that she was carrying only two things with her on her bicycle, a change of underwear, and then she drew from her jacket a pearl-handled revolver, which was quite a sensational gesture because it really conveyed that she was about to undertake a dangerous trip. And she really had a knack for showmanship. Là, Annie annonce à la foule qu'elle part faire le tour du monde à vélo pour régler le pari lancé par deux hommes d'affaires bostoniens. Comme coup de pouce, un représentant de l'eau minérale Londonderry lui offre $100 en échange d'un panneau publicitaire placé sur sa bicyclette. Londonderry, c'est le nom populaire qu'elle décide alors de porter. Son personnage est créé. And Annie took off that way.
down Beacon Street. She literally flew away like a kite down Beacon Street. The woman who became known worldwide as Annie Londonderry began her life as Annie Cohen, born around 1870 near Riga, Latvia. And she came to Boston as a 5-year-old with a couple of older siblings, including my great-grandfather. And they settled in a part of Boston called the West End that housed people who had come here from all over the world. Annie est née dans une famille juive religieuse traditionnelle. À l'âge de 18 ans, ses parents arrangent un mariage avec un juif orthodoxe d'origine ukrainienne, Simon Kopchowski. À 23 ans, elle a déjà 3 enfants. Et pour subvenir aux besoins de la famille, elle fait du porte-à-porte dans les rues de Boston pour vendre des encarts publicitaires à des journaux. She was not really happy being a housewife, a working mother, taking care of 3 young kids. So the bicycle literally became a form of escape for her. As she's pedaling away from home on this path to liberation, she's also inhabiting an entire new persona that she's creating for herself and improvising as she goes. I was able eventually to plot her route. Annie traverse l'océan Atlantique pour rejoindre l'Europe par la France, poursuit son périple à travers l'Asie et traverse l'océan Pacifique jusqu'en Californie. À chaque étape sur son chemin, Annie donne des conférences et projette avec une lanterne magique des images exotiques imprimées sur plaques de verre, très prisées à l'époque. These were old glass slides that people would have purchased, like they purchased souvenirs as they traveled. And one of them, which shows her outside of San Francisco with her bicycle being held up by 2 armed bandits with shotguns. It's obvious this was a staged photograph, but it really gives you a sense of her showmanship, because she was going to use this in her lectures to spin all kinds of stories, mostly false, about the dangers that she had encountered along the way. En chemin, elle a abandonné le vélo pour femmes sans barre latérale et adopté un vélo pour hommes 2 fois plus léger de la marque Sterling. Sa transformation ne s'arrête pas là. Elle troque ses vêtements contre une tenue masculine. Une partie du public et de la presse voit alors en elle un 3e sexe, ni homme ni femme. You know, in towns out west in the United States like Tucson, Phoenix, they'd probably never seen a woman in pants. It was a gender-bending experience for people who saw her. Cette transformation radicale du personnage d'Annie Londonderry, qui choque tant à l'époque, va s'imposer naturellement à toutes celles qui souhaitent se lancer dans l'aventure sportive du vélo. Pourtant, il faudra attendre les années 60, où le port du pantalon sera toléré en Occident pour les femmes, avant d'être officiellement adopté des décennies plus tard. En attendant, les aventurières du vélo continuent de défrayer la chronique avec leur tenue. Mais au-delà du code vestimentaire, une autre barrière demeure aux États-Unis, qu'une jeune femme métisse va tenter de faire tomber. Kitty Knox naît en 1874 dans le quartier noir de Boston, non loin de celui d'Annie Londonderry. Sur sa chaîne YouTube dédiée aux personnalités noires oubliées de l'histoire américaine, l'étudiante passionnée Jazz Dottin nous la présente. So this is Cambridge Street that I'm on right now. This is the location where she grew up in Boston. Beacon Hill was an area with a lot of abolitionists, black families, and white too. Jeune couturière, Kitty Knox se fait remarquer avec les bloomers qu'elle se confectionne pour rouler sur son vélo, dans lequel elle a investi ses premières économies. Elle devient une cycliste reconnue. Kitty roule avec des clubs de Cambridge, composés uniquement de cyclistes noirs. Elle devient également membre de la Ligue des cyclistes américains, l'organisation nationale des cyclistes. Un an après son adhésion, la Ligue modifie ses statuts pour interdire l'accès aux membres de couleur.
The League of American Wheelmen held their national meet down in Asbury Park, New Jersey. And people from all around the country flocked there. It was going to be a fun event for all. Except when Kitty Knox arrived at the event and presented her league membership card, she was denied. She was denied entry due to her race. She went to the front of the clubhouse, took her bicycle, and proceeded to do some fancy cuts out front until she was told she had to desist. If that's not a form of protest, I don't know what is. The news had a field day with the drama over Kitty Knox. Down south, ooh, the headlines were saucy. The Southern Cycler was outraged about Kitty Knox trying to get into the meet. They called her the murky goddess of Beanville, and in men's bloomers nonetheless. Kitty Knox meurt à 26 ans après une double conquête. Elle s'est imposée en tant que femme et en tant que noire dans un club blanc et masculin, profitant d'une absence de ségrégation officielle dans le nord des États-Unis. Cette victoire fut de courte durée. La barrière raciale s'appliquera au sein de la Ligue des cyclistes américains, et ce, pendant plus d'un siècle. Dans les années 1890, le vélo est devenu abordable et se démocratise. Comme la boxe et la lutte, ce sport spectaculaire engrange des rentrées d'argent. Dans les milieux ouvriers, des hommes vont se saisir du vélo pour gagner leur vie en se lançant dans la compétition sportive. Des femmes vont rentrer dans la course. À Londres, naissent les premières courses féminines de 6 jours. Elles s'exportent ensuite aux États-Unis, en Europe du Nord, puis en France. C'est à cette époque que va naître la vocation de la jeune Belge Hélène Dutrieux. Son engagement dans le vélo dépasse la performance sportive. Ses exploits vont l'arracher à sa condition et la propulser dans une vie trépidante. Son histoire, c'est l'histoire d'une fille qui a un frère. Tous deux naissent en Belgique, à Tournai, dans une famille minée par les problèmes d'argent et qui déménage à Lille pour travailler dans l'industrie textile. Ze was eigenlijk voorbestemd om een leven te leiden als arbeidster in de kartonfabrieken. Nu, haar broer, die 5 jaar ouder was Eugène Dutrieux, was op die moment een van de eerste wielrenners voor de eeuwwisseling. Dus Helene die volgde haar broer Eugène mee op de wielerpiste en op het moment dat de mannen eventjes niet aan het fietsen waren, dan nam Helene de fiets en reed ze ook rondjes op de wielerpiste. Nu, de mannelijke wielrenners hadden snel door van amai, die kleine, frele dame, die kan echt wel enorm snel fietsen. En haar broer maakte haar dan ook een lid van de wielerclub. En al heel snel wou Helene ook wedstrijden gaan betwisten. Nu. Avec son allure de petite fille de 14 ans, le club cycliste lillois la refuse comme membre. Furieux, en soutien à sa sœur, Eugène quitte le club et entraîne lui-même Hélène. Très vite, elle devient la favorite des premiers championnats féminins du monde du cyclisme. Au désespoir de ses parents, elle s'adonne tout entière au cyclisme et n'envisage aucun autre métier. À 16 ans, elle est devenue la femme la plus rapide du monde à vélo et à 17 ans, elle a déjà gagné en quelques mois l'équivalent de 2 années de travail à l'usine. Op hetzelfde moment begint haar broer ook heel veel wedstrijden te betwisten in andere landen. Zelfs zover dat hij naar Italië gaat. En op een bepaald moment maakt hij daar een heel zware val. En wanneer Helene dat nieuws hoort, dan aarzelt ze niet. Ze neemt het spaargeld dat ze heeft gewonnen met haar wedstrijden uit haar tas en ze vertrekt meteen naar Italië als heel jonge dame op haar eentje. Une fois Eugène soigné, le frère et la sœur en profitent pour faire un tour d'Italie. Le voyage touristique se transforme en tournée triomphale de plusieurs mois. Hélène est acclamée partout où elle dispute des compétitions cyclistes. En Italie, j'ai participé à plusieurs courses que j'ai gagnées. La nouvelle s'est répandue. On m'a demandé à Brescia, Florence, Naples et Rome. J'ai visité le Vatican, la Côte d'Azur. Pour une fille ordinaire de Lille, c'était fantastique. Le vélo m'avait donné une liberté incroyable. Maintenant que j'y avais goûté, j'en redemandais. Mais il y a encore plus excitant que les voyages.
les championnats du monde. Cette même année 1896, ils se déroulent en Belgique, à Ostende, sur une piste qu'elle connaît sur le bout des doigts. 4000 spectateurs, un orchestre, un buffet, tout ça sous l'œil du roi Léopold II. Hélène remporte la course haut la main. Avec cette victoire, Dutrieux devient la première femme championne du monde officieuse de cyclisme. Hélène prend de l'assurance. Ses succès en font une star qui séduit par son aisance et son élégance. Reporters talk about her being very charming and a bit flirtatious. And so one photo that I find really evocative is a photograph of her that was done as an advert for Dunlop. She's looking at the camera and she looks a bit like the Mona Lisa. It's a sort of knowing smile that is really fascinating and it's so full of confidence and slight and even cheekiness. À 21 ans, Hélène décide d'abandonner le cyclisme, progressivement détrônée par l'avion et les voitures. Elle devient la femme aux 1000 visages, modiste, mannequin, actrice et enfin cascadeuse. Son dernier coup d'éclat à vélo se fera sous la forme d'une performance dans les casinos, de Marseille à Londres, en passant par Paris. On la surnomme alors la Valkyrie de la pédale. De mensen lopen storm om die stunt te zien. Ze verdient er ook heel veel geld mee. En dat trekt natuurlijk kopieerders aan. Zelfs haar broer gaat de stunt kopiëren op een bepaald moment en probeert zo een graantje mee te pikken. Ergens is dan er weer bij en Hélène geeft hem zelfs de kans om de stunt verder uit te voeren in andere landen, terwijl zij de stunt hier in België blijft uitvoeren. La cascade présente un risque mortel. Mais les musicals et le public n'en ont que faire. Hélène prend le risque. Op het moment dat ze dan een heel zware val had gemaakt en 8 maanden het bed moest houden, merkte ze dat er een nieuw speeltje was, namelijk de vliegtuigen. En begon ze een carrière als vliegtuigpionier. Après cette nouvelle conquête, elle se distingue encore une fois par ses exploits avec un vol au-dessus de New York. Hélène Dutrieux devient un modèle pour les femmes du monde entier. De meesten stonden stil op straat en keken naar Hélène die daar in de lucht vloog. When she was very famous for flying planes, she said, "The man who wants to marry me must catch me in the air." And she didn't marry until she was late in her 40s. So she didn't have that pressure to suddenly stop and have children, which happened to a lot of great cyclists. They just suddenly disappeared into domesticity. Hélène Dutrieux a pris son destin entièrement en main. Elle a dépassé son frère et a géré sa carrière en véritable femme d'affaires. Dans cette conquête de l'espace sportif et social par les aventurières du vélo, une dernière barrière reste à faire tomber, celle des grands tours exclusivement réservés aux hommes. Une jeune Italienne devenue légende, Alfonsina Strada, va s'employer à la faire tomber. Alfonsina voit le jour en 1891 à Riolo di Castelfranco, petit village du nord de l'Italie, dans une famille de paysans. Elle aussi grandit avec un frère, et même 10 selon la légende. Un jour, son père a l'idée d'échanger des poules contre le vélo du médecin du village. Alfonsina a 10 ans, c'est la révélation. Tant que la petite se contente de parcourir la campagne, ça ne dérange pas sa famille. It was a time when competitive cycling was in its very beginnings as well in Italy. She started competing in local races and it caused an absolute scandal with her family, but she just was passionate about cycling and she was very good. She started working as a seamstress. She would commute. She would several 100 kilometers. She would take the train to Milan because she heard that there were women's races there. Lorsqu'à l'âge de 13 ans, elle décide de participer à une compétition avec les hommes, sa mère, qui veut en faire une couturière, ne supporte pas de la voir se comporter comme un garçon. Malgré l'opposition de ses parents, Alfonsina persévère. Dans une société où la femme est cantonnée au foyer, au champ ou à l'usine,
Alfonsina a choisi de vivre autrement. Considérée comme folle par sa famille, on la surnomme le diable en jupon. Sur son vélo, Alfonsina a découvert la liberté et n'y renoncera plus jamais. Un jour, elle ramène au domicile familial le prix de la victoire, un cochon vivant. La bête rachète bien le prix de son vélo. Pour étouffer sa passion et faire cesser le scandale, ses parents la poussent au mariage avec un prétendant, Luigi Strada. Alfonsina Morini devient ainsi en 1915 Alfonsina Strada. Mais aux grandes dames des parents, Luigi, ouvrier soudeur et grand amateur de cyclisme, n'a aucune intention d'entraver l'engagement sportif de son épouse. Au contraire, en cadeau de noces, il lui offre un vélo de sa fabrication, puis devient son entraîneur. Drôle de chance, c'est la Première Guerre mondiale qui offre à Alfonsina l'occasion de participer 2 fois au Tour de Lombardie, une course masculine en manque de coureurs, car tous sont mobilisés sur le front. Parmi les 54 participants sur la ligne de départ, seuls 31 franchissent la ligne d'arrivée. Alfonsina en fait partie. Mais cet exploit ne lui suffit pas. Elle se lance dans une conquête inouïe, le Giro d'Italia. She was the first woman, in fact the only woman ever in history, to take part in a Grand Tour. And the myth is that she signed up to take part in the race and called herself Alfonsine Strada, so gave herself a man's name. And it only emerged that she was a woman after she started the race. What was also really difficult was that she was treated very differently to the men. So first of all, the men didn't like her in the race, so they wanted to make it difficult for her, and no one wanted to be overtaken by her, so they would always try and drop her. And then after the race, in the hotels, she was the last to have access to the bathroom. She didn't get access to soigneurs to massage her muscles. She had to do everything on her own. She couldn't finish on the general classification. She wasn't on the official list of finishers, but she finished the whole of the route of the Giro d'Italia. And she had enormous amounts of fans, people who waited on the roadsides for her. En fait, là, les organisations, donc les hommes qui organisaient les courses, donc notamment le Tour d'Italie, se sont servis d'elle parce qu'ils ont vu qu'en fait, c'était une véritable image qui pouvait les aider en fait à redorer leur course. Et que la force de cette femme a fait qu'ils l'ont autorisée à prendre part donc, au Tour d'Italie, donc, qui est une grande course par étapes qui existe toujours encore. Après cette aventure exceptionnelle, aucune femme ne participera plus au Giro d'Italia. Comme Kitty Knox avec les lois raciales, Alfonsina s'est engouffrée dans une brèche qui s'est refermée après. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour que le vélo rejoue un rôle inattendu. Les circonstances vont donner aux femmes une place et l'occasion de prouver leur intrépidité. Jeanne Boeck, dite la plastiqueuse à bicyclette, en référence à ses actions de sabotage des voies de chemin de fer, se distingue parmi elles. Bretonne et fille de marin, Jeanne rêve d'action dès son adolescence, nourrie des histoires de la Grande Guerre. Parmi la masse de livres que j'ai dévorés en ce temps-là, l'un m'avait particulièrement frappé et je ne l'ai jamais oublié. Il racontait l'histoire de Louise de Bettigny et de Léonie Van Houte, des femmes belges qui firent de l'espionnage à travers les lignes allemandes pendant la guerre 14-18. Je rêvais moi aussi de lutter un jour contre les ennemis de la France. Mais ce n'était pas la place des femmes, à moins d'être infirmière comme Léonie Van Houte. Et moi, je ne me sentais aucunement la vocation d'infirmière. En juin 1940, Jeanne travaille comme chimiste dans une poudrerie à Brest lorsque l'armée allemande envahit la région. Je travaillais dans une poudrerie parce que je voulais travailler pour la guerre. J'avais juste 21 ans. Et quand j'ai entendu le maréchal Pétain qui demandait l'armistice, alors là, je n'ai pas pu le supporter. J'ai voulu continuer à, je ne dis pas me battre, parce qu'à ce moment-là, les femmes ne se battaient pas, mais à travailler pour la guerre. Immédiatement, elle postule au service secret de la résistance française, le BCRA, mais on n'y accepte pas les femmes. Elle prend la décision de quitter son pays et de gagner l'Angleterre.
Jeanne Boëck traverse la Manche pour rejoindre la Résistance. Elle intègre le corps des volontaires françaises, l'un des premiers corps militaires de femmes de l'histoire. C'est très audacieux de sa part. Elle vient juste d'avoir 21 ans. Et elle ne prévient même pas ses parents parce qu'elle sait très bien que ses parents auraient désapprouvé son choix. Mais il faut se représenter Jeanne Boëck. C'est une toute petite bonne femme d'1,49 m, mais il faut imaginer que cette petite bonne femme, elle fume des gitanes et elle boit du whisky, ce qui n'est pas dans les normes genrées de l'époque. Et dans le métier de chimiste, traditionnellement, il n'y avait que des hommes. Jeanne Boëck restera 2 ans en Angleterre. Ce cliché de sa rencontre avec le général de Gaulle à l'occasion de l'anniversaire de l'appel de juin 1940 est l'une des seules traces de son passage outre-Manche. Là, elle doit former des jeunes hommes sur le point de quitter l'Angleterre pour la France comme instructeurs de sabotage. Pourquoi ne pas y aller elle-même comme instructrice? Elle en fait à nouveau la demande au BCRA et se heurte à un refus catégorique. Pas de femme. Elle va revenir à la charge à plusieurs reprises et finalement, elle arrive à infléchir un commandant. Elle va prendre des cours de parachutage, des cours de sabotage, des cours de karaté, des cours de déchiffrage des messages codés, etc., etc. Et à l'issue de cet entraînement intensif, elle va avoir l'accord du BCRA pour être parachutée dans la France occupée. Ainsi, le 29 février 1944, Jeanne Boëck est la première femme à faire ce saut dans le vide. Elle atterrit au-dessus d'Alençon en pleine nuit pour rejoindre sa Bretagne natale. De mars 1944 jusqu'au combat de la Libération, elle va sillonner toute la Bretagne avec sa bicyclette. Donc elle pédale pendant des dizaines de kilomètres et elle a fait plusieurs missions de plus de 100 kilomètres dans la même journée. Quand je pédalais, pour m'encourager, je fredonnais intérieurement une chanson célèbre de ce temps-là. Sur la route qui va, qui va, qui va et qui ne finit pas. Qui va, qui va, qui va et qui ne finit pas. Dans un bruit de chevaux, un frisson de ripot. De village en village, dans le Morbihan, Jeanne Boëck forme ses jeunes recrues à l'art du sabotage. Au rythme de mes pas, mon désir vagabond fuyant vers l'horizon ne s'emprisonne. La résistance a fourni à Jeanne Boëck le combat auquel elle aspirait et l'occasion de s'imposer parmi les hommes. De la volonté et un vélo l'ont propulsée dans l'action. Le vélo a joué un rôle fondamental pour la résistance des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout à partir de 1943-1944, quand les autres moyens de transport étaient beaucoup moins faciles à utiliser. Il n'y avait pratiquement plus de chemin de fer. Enfin, ils étaient réquisitionnés par la Wehrmacht, par les troupes allemandes. Et les trams, ça devenait de plus en plus difficile. Vous allez me dire, pourquoi plus les femmes que les hommes? Bien simplement parce qu'à partir de fin 1942, il y a le STO, on appelle le travail obligatoire en Belgique. Alors que faisait-elle à vélo? Elle transmettait du courrier. Tout autre moyen de communication était dangereux. On se méfiait moins d'une jeune femme, ou d'une femme d'ailleurs tout court, que d'un homme. Voilà, j'ai ici devant moi le dossier d'Irma Caldo. Ce qui me frappe dans ce dossier, c'est l'absence de nombreux éléments d'information. Et en particulier, on ne trouve aucune trace de son activité de liaison, de son activité à vélo. Bon, elle a aidé à héberger des aviateurs. Rien sur son activité méritoire de liaison pour le groupe G, de son travail pour le Front d'indépendance. S'il n'y avait pas eu l'interview, on ne saurait rien de cette activité. Toutes les résistantes n'ont pas connu la renommée de Jeanne Boëck. Pour sortir ces femmes de l'ombre, l'historien Fabrice Martel a enregistré des entretiens avec d'anciennes résistantes en Belgique. Parmi elles, Irma Caldo, qui cachait des messages dans ses cheveux et circulait à vélo avec un nécessaire à coiffure comme alibi.
Si j'avais eu peur dans la tête, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Moi, j'étais libre, je n'étais pas mariée, je n'avais pas d'enfants, mais j'avais maman et mes frères et sœurs. Donc, c'est ça qui faisait peur. Casser des petits billets dans mes cheveux. Et ce jour-là, j'avais justement caché le film et je partais de Givry à Mévin. Mais il y avait un garde, donc un Allemand. Il est venu vers la grande route sans doute pour voir ce qui se passait. Quand je l'ai aperçu là sur la grande, je me dis, je ne peux pas me sauver maintenant parce qu'il va dire, tiens, elle a quelque chose à se reprocher. Donc j'ai continué, je me dis, bon, tant pis. Hein. Heureusement, j'avais tout mon petit équipage de coiffure. Il m'arrête. Alors il me dit, le vélo. Puis il m'a montré donc, tout mon petit matériel. Et qu'est-ce que c'est ça? Et je dis, mais je fais des coiffures. C'est pas nécessaire, coiffure. Je remballe tout mon petit bazar. Et 2 secondes après, ça montait pourtant, mais 2 secondes après, j'étais tout en haut. Il y avait quelques de moments assez difficiles. Pour les femmes, c'était une expérience extraordinaire dans le sens premier, c'est-à-dire hors de l'ordinaire, ces périodes d'occupation, ce rôle dans la résistance où elles étaient pratiquement et souvent d'égal à égal avec les hommes. Une fois que la guerre s'est terminée, elles sont retournées en général à leur rôle traditionnel, mais aussi à leur place. Donc généralement une place un peu subalterne. Et donc ça a été une occasion manquée pour elles de pouvoir vraiment être d'égal à égal avec les hommes. Irma Caldo et la majorité des résistantes sont restées dans l'ombre après la guerre. Le vélo leur a permis de combattre aux côtés des hommes, comme Simone Ségouin, figure de l'engagement patriotique immortalisée par l'armée américaine. Elle aussi était agent de liaison à vélo. Après la guerre, l'accès des femmes au suffrage universel s'établit enfin en France, en Belgique et en Italie. Une victoire importante sur le chemin de l'égalité. Pour autant, l'égalité dans le sport n'est pas encore acquise. Un premier Tour de France féminin voit le jour en 1955. Mais il est regardé avec condescendance par les médias. Les femmes ont toujours rêvé de s'égaler aux hommes. Les championnes cyclistes, elles, ont voulu leur Tour de France et l'ont obtenu. Un petit Tour de France, bien sûr, qui est plutôt un petit Tour de Normandie. Oh, c'est un sport masculin, je pense, par excellence. Et moi, j'ai 2 filles, je voudrais quand même pas qu'ils fassent du vélo, quoi. Je trouve que c'est un sport trop dur pour une femme. Je vois pas très bien. Une jeune fille sur un vélo, c'est pas tellement gracieux pour une femme. Enfin, il ne faut pas en faire une compétition, parce qu'à ce moment-là, bien entendu, il y a un trop gros développement des muscles qui nuit à l'esthétique. C'est une distraction, mais ça peut pas être une compétition pour une femme. 2 ans plus tard, après l'exclusion des cyclistes féminines des grandes compétitions par l'Union internationale des cyclistes, le journal L'Équipe se réjouit. Le bon sens a triomphé. Les femmes n'auront pas leur championnat du monde. Elles devront ainsi se contenter des épreuves existantes et du cyclotourisme, ce qui correspond beaucoup plus à leurs possibilités musculaires et physiologiques. Mais bientôt, en Belgique, une championne nationale ne va pas se contenter de ce champ restreint et va rebattre les cartes. Elle s'appelle Yvonne Reinders. Yvonne Reinders was this amazing Belgian rider who was part of a generation of very fierce, fierce Belgian riders. Their whole style of racing was based on criterium races, which were these small races around Belgian city centres, often on cobbles. So they were technically very difficult. So Yvonne Reinders was perfect for this kind of racing because she came from a very difficult background. As a teenager, she started working for her parents' business, delivering coal. So she had a cargo bike that was given to her, I think, as a birthday present, with which she delivered coal. And she would carry these 50-kilo sacks of coal up to people's apartments. And she got interested in bike racing around the same time because she was riding these long distances every day. And she became very independent very early on. And incredibly, she had a very tough mentality. Le nouveau championnat du monde de cyclisme féminin a lieu en Belgique en 1959, une première dans ce pays. Et c'est Yvonne Reinders qui remporte la victoire. Elle enchaîne les succès. Mais les médias boudent les courses féminines et lui préfèrent son homologue masculin, Eddy Merckx. We hebben wel heel wat unieke truien in het museum hangen.
Onder andere hier wereldkampioenentrui van Eddy Merckx. Iedereen in de wereld kent de kannibaal. Eddy Merckx die bijna alles won wat er te winnen valt en ook 2 keer wereldkampioen is geworden. Maar nog steeds ben ik verbaasd dat weinig mensen, onder andere Yvonne Reinders, die hier ook hangt met 2 truien, Belgische trui, wereldkampioenentrui. Yvonne is 7 keer wereldkampioen geworden, 4 keer op de weg. 3 keer op de wielerpiste en dat tussen de jaren 1959 en 1965. En France, le cyclisme féminin intéresse enfin les journalistes grâce au Tour de France qui revoit le jour en 1984. Les mentalités auraient-elles évolué? En 1986 et 1987, Jeannie Longo, à ce moment-là déjà plusieurs fois championne du monde sur route, se trouve confrontée sur un plateau de télévision aux commentaires de ses collègues masculins. Mais non, c'est une question d'esthétique, je trouve que c'est pas très, très joli à voir. Bon, bah, j'aime pas voir les femmes faire du football non plus. quand tu fais du vélo, hein, bah, peut-être, c'est pas ça. C'est complètement inesthétique. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football... C'est charmant. Non, mais c'est vrai, je le reconnais. Voir une femme sur un vélo, c'est moche. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. S'il y a des gens qui trouvent ça bien, tant mieux pour eux. Moi, ça ne me plaît pas, point final. Moi, j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. C'est mon point de vue personnel. On ne peut pas dire... Maintenant, si ça te plaît t'arracher sur un vélo, c'est ton problème, c'est pas le mien, c'est tout. On ne peut pas dire qu'on aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. De toute façon, il faut respecter leurs activités. Bon, on s'exprime sur un vélo, on s'exprime dans le sport. Il n'y a pas de sport qui convienne mieux à des femmes qu'à d'autres. Ces remarques n'ont pas empêché Jeannie Longo de connaître une carrière inouïe. À 64 ans, elle remporte son 60e titre de championne de France dans sa catégorie. En 2022, le Tour de France féminin connaît un nouveau départ. Une épreuve que Jeannie Longo, qui n'a jamais cessé de pédaler, suit avec une passion intacte. C'est un moment historique, bien sûr, et puis comme c'est très médiatisé, on va pouvoir voir les étapes, on va pouvoir voir les noms des meilleurs, donc forcément ça va susciter des envies de la part des petites filles. Ce nouveau Tour de France féminin intervient alors que les courses féminines drainent de plus en plus de fidèles, et donc de couverture médiatique, ce qui entraîne une manne financière. J'ai eu la chance, il y a quelques années, d'intégrer l'encadrement d'une équipe donc de cyclisme femmes de division nationale. Et donc ça m'a vraiment permis de voir justement quelles étaient leurs conditions matérielles de pratique. Le fait que forcément, elles n'étaient pas payées, donc il fallait qu'elles jonglent entre leurs études, leur métier. Moi, j'ai commencé en 2019. Il y avait une Coupe de France et une seule division nationale. Aujourd'hui, il y en a 2. Et en l'espace de 4 ans, en fait, les conditions se sont vraiment beaucoup améliorées à échelle vraiment au-dessus, donc au niveau international, avec des moyens économiques qui ont aussi été plus importants. Quand j'étais enfant, donc dans les années 2010, ce qui passait à la télé, c'était le Tour de France Hommes. Et moi, en tant que petite fille qui faisait du vélo et qui était notamment assez marquée par les inégalités femmes-hommes dans le sport, et forcément, j'étais, on va dire, surprise de ne pas pouvoir aussi voir l'édition ouverte aux femmes et de ne pas pouvoir voir de femmes à la télé au même titre que les hommes. Alors que là, maintenant, avec le Tour de France, c'est diffusé sur le service public et donc ça veut dire qu'il y a plein de petites filles qui peuvent allumer leur télé et voir que waouh, il y a des coureuses qui font la même chose que les hommes, elles vont super vite, elles sont impressionnantes et elles voient qu'il y a des dizaines de journalistes autour d'elles. Il y a des conditions de course qui sont celles qu'elles méritent en fait. Ce qu'elles méritent, c'est de trouver enfin la place qui leur revient. Et ça commence par la rue. Alors les murs aussi ont pris la parole. Hélène Dutrieux a donné son nom à une rue de Bruxelles. Dans cette même ville, une fresque rend désormais hommage à Yvonne Reinders. Elle figure également face au musée du cyclisme à Roeselare, à côté d'autres coureurs comme Eddy Merckx. Grâce à son arrière-petit-neveu, la vie d'Annie Londonderry est racontée en film et en comédie musicale. Alfonsina Strada est l'héroïne d'une pièce de théâtre qui a fait le tour de l'Italie en 2022. Günther Segers a entrepris d'écrire un livre sur le cyclisme féminin, grâce à toutes les archives récoltées depuis des années.
Ces championnes avaient-elles imaginé que leur conquête ouvrira la voie à d'autres femmes? Souhaitaient-elles consciemment briser les stéréotypes et faire avancer l'égalité des sexes? You know, I once asked her granddaughter Mary if she would describe Annie as a feminist. She said not in the sense that she was campaigning for the right to vote or she was collecting signatures on petitions. She said, my grandmother believed that a woman had every much right as a man to create his own destiny. Das Thema Frauen und Fahrradfahren ist ein ganz großartiges Thema, weil es einmal diesen Freiheitskampf so schön zeigt und weil es auch eine Erfolgsgeschichte ist. Da haben zwei Frauen in Izmir, zwei Freundinnen, haben 2013 den Fancy Women Bike Ride ins Leben gerufen. Sie haben ihr Fahrrad geschmückt und sind mit der Unterstützung von hunderten Frauen durch Izmir gefahren. Es ist nicht nur, um zu sagen, so, wir fahren jetzt irgendwie munter Fahrrad, sondern es geht um Frauen im öffentlichen Raum, es geht um Sichtbarkeit im öffentlichen Raum, es geht auch um unsere Sicherheit für uns und wir möchten auch dieses Freiheitsgefühl transportieren.